21 août aujourd'hui, dans le jardin, ici donc en climat continental, hein, en Alsace, à 340 mètres d'altitude, donc ce qu'on appelle le Piémont, c'est bien sûr pas les Hauts-de-Vosges. Les choses commencent à prendre une allure d'automne. Je suis devant la nouvelle livraison de foin qui annonce donc la préparation de la saison suivante. Et on va voir de ci, de là qu'il y a déjà les premiers signes automnaux dans nos contrées. On peut voir ça ici sur ces framboisiers dont les feuilles rouillent ou sont attaquées par le mildiou et en même temps jaunissent déjà, bien que la production plus modeste continue. On peut voir ici encore des framboises plus petites, celle-là par exemple, donc qui continuent de mûrir, mais ce n'est plus ce que c'était quand j'ai filmé la dernière fois il y a une semaine ou 15 jours. Quelque chose que je ne vous avais pas encore montré, c'est ce mûrier sélectionné, donc sans épines, qui est assez productif, produit pas mal de mûres. Le goût n'est quand même pas tout à fait celui du mûrier sauvage. Donc ça va bien comme ça en décoration le long d'une clôture ou un endroit où on passe souvent pour ne pas s'accrocher. Mais rien ne vaut les mûres sauvages que l'on peut ramasser dans les friches. J'espère que cela se verra un peu à l'image, mais ce qui va dans nos conditions nuire au jardinage durant cette période, ce sont les condensations qui se forment très tôt le soir et qui sont encore présentes très tard le matin, il doit être 9h ou 9h30. Et comme vous pouvez le voir, cette feuille dégouline de gouttelettes. Ce sont les conditions idéales pour les maladies cryptogamiques, donc tout ce qui est lié à des champignons parasites, mildiou, oïdium, etc., qui se développent, les spores germent dans ces gouttelettes d'eau et vont prospérer parce que durant la journée, les températures sont très très élevées. Nous sommes toujours donc au 31 août en sortie de canicule, mais par super beau temps chez nous. On voit ces condensations également ici sur les feuilles de patate douce. Heureusement, la patate douce est une plante qui pousse en saison des pluies dans différents pays tropicaux africains. Autrement dit, s'il y a encore des patates douces, c'est qu'elle a une certaine résistance à l'humidité et à la chaleur. Sinon, ça fait longtemps qu'elle aurait disparu de sa zone naturelle. Et donc arrive ce qui doit arriver dans ces conditions. Ici, des taches d'oïdium, ce qu'on appelle généralement le blanc. Toute la famille des cucurbitacées, donc courgettes, potirons, melons, etc., est extrêmement sensible. On peut le contrôler dans une certaine mesure avec des traitements répétés de bicarbonate de potassium. Je dis bien bicarbonate de potassium. Vous trouverez souvent dans la littérature bicarbonate de sodium, bien plus connu en cuisine. Mais le sodium est un élément négatif dans le sol par rapport à la vie biologique. Se souvenir qu'on conserve les aliments en les salant, donc en les traitant au chlorure de sodium. Et par contre, le potassium est un élément nutritif pour les végétaux. Voilà pourquoi je recommande le bicarbonate de potassium et non pas le bicarbonate de sodium. Bon, vous reconnaissez ici la parcelle de chou, on ne va pas repasser dans le détail. Le chou, lui, heureusement, compte tenu des régions où il a l'habitude de prospérer,
est tout à fait habitué à la présence d'humidité sur les feuilles et est donc parfaitement indifférent à ces condensations ou même aux pluies, etc. Deux, trois choses quand même qu'on va regarder dans le détail. Ce choucabut, donc, c'est celui-là même que j'avais filmé en vous expliquant qu'en coupant au-dessus des feuilles, on continuait à préserver l'activité dans le sol et que parfois pouvaient se former des petites pommes. Pour l'instant, ce ne sont pas encore des pommes, mais vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de bourgeons axillaires qui se sont développés. Il se peut qu'à ces endroits-là se forment différentes petites pommes qui sont suffisantes pour faire une petite salade. De son côté, le concombre que je vous avais filmé et Mortibus ratibus reste plus grand chose, brûlé par le mildiou et donc la production s'est arrêtée là. Alors pour les brocolis, j'avais évoqué cette possibilité de repousse et de formation de pommes secondaires, plus petites bien sûr, à partir du moment où on prend soin de ne pas arracher, mais de récolter la première vague de pommes qui se forment. Voilà donc ce qui se passe dans ces conditions, lorsque la fertilité est bonne, etc. Le brocoli donne facilement une deuxième récolte. On le voit parfaitement ici aussi, donc les premières pommes qui ont été coupées et des pommes accessoires qui se forment pour une deuxième petite récolte. Alors ici, on voit le bazar que mettent les oiseaux, donc là j'ai pas mis de filet, mais à cet endroit-là, normalement, il y avait une belle ligne ouverte dans laquelle j'ai semé de la mâche qui ne risque pas de sortir, d'une part parce que depuis on a eu la canicule qui fait très très chaud, et d'autre part parce que les oiseaux referment régulièrement ces sillons. Chose tout à fait curieuse par rapport à la météo que j'évoquais, donc la période de canicule dont nous sortons, ce sont ces champignons qui apparaissent ici. Alors souvent, les gens, quand ils voient apparaître des champignons dans leur jardin, ils sont un peu catastrophés parce qu'ils ont entendu dire qu'il y a des maladies liées à des champignons, etc. Donc il faut évidemment savoir qu'il y a des milliers et des milliers, sans doute des dizaines ou des centaines de milliers d'espèces de champignons, que la très grande majorité est absolument insignifiante par rapport aux maladies, mais se développe dans le sol à partir de la matière organique, bois et cellulose. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y avait eu une mince couche de BRF et c'est sans doute cette couche, donc cette présence de bois qui explique la présence de ces champignons. Ce qu'on appelle le champignon n'est que l'organe reproducteur de tout un système. Le champignon, en fait, il faut imaginer un réseau de filaments dans le sol, sur plusieurs mètres parfois, qui sont fins, beaucoup plus fins que des cheveux, donc on ne peut pas voir, mais qui véhiculent et l'eau et les matières organiques. Donc, sans doute ce qui se passe, ben voilà, je n'ai pas à creuser beaucoup. Je trouve là, d'une part, un petit limaçon et d'autre part, un petit morceau de bois qui est déjà humide à cette profondeur. Je précise qu'il n'y a eu aucun arrosage à cet endroit-là. On va parler d'arrosage dans un instant, mais voilà, là, le sol est déjà humide. Et donc, c'est dans ce sol humide que se sont développés les filaments qui ont donné ce qu'on pourrait comparer avec beaucoup de prudence à la fleur, l'arbre
et les racines de l'arbre étant le réseau dans le sol qui alimente cela. Alors c'est toujours très très bon signe, ça veut dire que votre sol est riche en filaments de champignons et c'est justement ce qu'on recherche à travers la présence de BRF et dans une moindre mesure de substances cellulosiques comme le foin. Un certain nombre d'entre vous m'ont interpellé sur la question de l'arrosage. Donc l'essentiel du jardin que vous verrez ou que vous avez vu n'est pas arrosé en 2016. 2015, année de relative ou même de sécheresse assez marquée chez nous dans l'Est, j'avais arrosé beaucoup plus. Cependant, j'ai eu la mauvaise inspiration de repiquer ces salades juste 24 heures avant d'apprendre qu'on allait vers une canicule. Donc j'ai mis en place sur un des rangs ici mon système d'irrigation, ce qui me permet de l'expliquer comment je fais. C'est extrêmement simple, hein, donc ce sont des tuyaux dits à goutteur intégré. Ici voilà un goutteur, hein, c'est cette spirale avec ce petit trou. Alors il y en a un tous les 33 cm. Ce tuyau, je le cale dans le sillon que j'ai ouvert pour repiquer ou pour semer, ce serait exactement la même chose. Et donc, je fais un petit tour d'eau, donc une petite dose d'eau très régulièrement. Au début, quand la plante est très petite, hein, inutile de mettre des grosses quantités d'eau qui vont se perdre. Il faut mettre souvent une petite quantité d'eau. Ensuite, très rapidement, restreindre les doses de façon à ce que la plante prenne l'habitude d'aller chercher l'humidité un peu plus loin. Et donc, dans un sol couvert en permanence, on va le voir tout de suite, elle n'aura pas à chercher très loin. Donc, la question de la gestion de l'humidité dans ce type de jardinage, je mets de l'autre côté pour ne pas faire trop d'ombre. Je me suis mis ici exprès parce que c'est bien éclairé. Un endroit donc au hasard, vous le reconnaissez, hein, les choux fleurs. Et ici, mon essai d'asperges sans travail du sol. Et on va plonger là-dedans pour voir un peu ce qui se passe. Jamais arrosé en cette année. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, les choux-fleurs sont pas mal du tout. Et on va soulever. Et on va creuser un peu. Donc voilà, j'enlève le foin. Le bas du foin, on retrouve quelques feuilles mortes. Rappelez-vous que cet endroit avait été traité par des feuilles de noyer, dont on retrouve encore quelques traces ici. Et déjà, cette matière organique apportée, alors ça se voit un peu à la caméra, ça se sent surtout au toucher, est humide. Et on voit ici des filaments de champignons. Je creuse un peu plus et voilà, je prends la première couche de sol qui, comme vous pouvez le voir, est d'une part friable et d'autre part est encore humide. Donc 31 août, après maintenant quand même un bel épisode de mois d'août sec, beau temps, suivi d'une canicule, suivi depuis 2 jours chez nous de beau temps, sans aucune pluie. Vous avez ici d'une part une terre parfaitement friable et d'autre part une terre qui reste humide. Progressivement, vous pouvez aussi voir comment la matière organique va être incorporée dans ce sol. Vous voyez les traces noires, donc vont se former progressivement ce qu'on appelle des substances humiques. Bien sûr, si je descends un peu plus profondément, c'est moins meuble et c'est beaucoup plus clair. Il faudra des années pour que les organismes du sol, tiens, en voilà un par hasard, où est-ce qu'il est passé mon ver de terre? Le voilà. Pour que les organismes du sol brassent tout ça et que cette couche de matière organique finisse par occuper toute l'épaisseur, en tout cas un enrichissement en matière organique sur toute l'épaisseur du sol. On va le remettre dans l'humidité, hein, il n'aime pas du tout le soleil là. Allez.
Voilà donc un des éléments clés, je le redis, hein, nous sommes ici dans ce qui était une prairie encore environ en novembre 2015, jamais travaillée, simplement recouverte donc dans un premier temps de feuilles de noyer dont on trouve les traces ici, puis de foin. Voilà, on referme pour ne pas gaspiller cette eau. Au hasard, on peut jeter un coup d'œil ici aussi, hein, donc je n'ai pas été gratté avant pour savoir où j'allais filmer pour vous impressionner. Donc même chose, j'écarte la couverture, on retrouve ici du BRF qui avait été mis sur cette bande où il y a derrière moi des myrtillers et devant moi. Donc là on avait un rangé de myrtillers qui déjà l'an dernier avait été traité par du BRF. BRF qui est largement décomposé comme vous pouvez le voir et vous voyez les traces de champignons et de mycélium. Et tout de suite, sans aller très loin, vous avez la terre qui est encore, donc 31 août 2016, sans arrosage, parfaitement humide ici en surface. Donc ça, c'est un des éléments extrêmement importants. Ah, et donc, comme tout à l'heure, par hasard, hein, je ne les ai pas convoqués ce matin pour faire le film, des vers de terre. Il y en a même un autre à côté que j'ai raté. Donc voilà, ça c'est l'effet majeur, dominant de cette couverture permanente de matière organique fraîche en couches épaisses. Hein. Je remontre ici l'épaisseur des couches. Beaucoup de gens me disent ça ne marche pas, mais quand j'y vais, je trouve une misérable 3 brins de paille. Voilà, ça ce n'est pas un paillage. Ça, c'est juste faire semblant pour épater les copains. Un paillage, c'est une couche bien épaisse. Donc en surface, mon foin est bien sûr parfaitement sec. Hein. C'est lui qui prend toutes les agressions du climat. Et puis au fur et à mesure où on descend, on finit par arriver assez vite sur les couches de matière organique humide et de terre humide. Et là où c'est humide et où les organismes travaillent, je dirais presque fatalement, la terre est meuble. Alors le parfait contre-exemple est ici. Hein, donc ici, une zone où le paillage n'est plus très épais et où j'avais ouvert ce sillon pour y semer de la mâche qui pour l'instant ne lève pas. La terre est sèche, impossible là de gratter avec mes doigts, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et même si je prends ça, vous voyez que la terre, bien que humide en profondeur, parce que malgré tout, il y a une protection par cette couche moins épaisse de foin, donc en profondeur, il y a une certaine humidité, les mottes ne sont pas trop dures, néanmoins, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré à l'instant. Vous voyez là tout de suite des mottes qui, lorsqu'elles sont sèches, celle-là même, est extrêmement dure. Donc voilà, vous avez la démonstration par le positif et par le négatif. Autre élément de réflexion, on avait évoqué le fait de mettre un certain nombre de déchets en surface pour qu'ils se décomposent. C'est ce qui a été fait ici. Et regardez un peu cette petite ficelle que vous voyez ici. Ce sont tout simplement des épluchures de carottes qui ont été mises en surface, il y en a ici, et qui ont séché par ces temps de canicule. Donc c'est aujourd'hui assimilable à du foin. D'ailleurs, vous voyez très peu de différence. Donc, retenez que si vous épandez les matières organiques en surface en fonction des prévisions météo, donc quand il y a une fenêtre de quelques jours de beau temps, cela va sécher en surface et vous n'aurez pas de problème de mouches, etc., ce qui est souvent évoqué. Et même,
on aura du mal à dire que c'est sale, puisque les gens qui passeront ici n'y verront rien du tout. D'autres éléments, comme je pense ce concombre abîmé, je ne sais même plus ce que c'est ça, etc. Ces morceaux de trognons de tomates sont bien sûr plus visibles, mais comme vous pouvez le voir, pas de mouches, hein, parce que c'est sec, et bon, c'est pas non plus vilain, on va dire que c'est du land art. Rapidement, on ne va pas y passer la matinée, hein. Vous reconnaissez ici les aubergines, donc là, récolte en cours et récolte qui s'annonce encore. La deuxième, même chose, là, plusieurs aubergines de taille variable. Le troisième Dalton a fini par grandir un peu aussi, il y a maintenant des petites aubergines. Le quatrième Dalton, j'ai failli renverser la caméra. Le quatrième Dalton, lui, en est encore au stade floraison. Et le cinquième Dalton, alors il n'y en a que 4, mais moi j'en ai 5, là-bas est en pleine floraison aussi. Côté des poivrons, ici quelques poivrons jaunes, donc pleine production. Celui-ci a décidé de rester petit pour l'instant, il fleurit à peine. Celui-là est en pleine production, là il y en a donc un poivron moyen et toute une ribambelle de petits. Celui-là planté très très tard et seulement en floraison. Du côté des tomates, la débâcle a été annoncée dans ma vidéo précédente. Néanmoins, de ci, de là, il y a encore quelques pieds qui résistent sur le haut ou qui continuent de former des fruits. Alors de temps en temps, le fruit est complètement abîmé, comme celui-ci, et de temps en temps, comme celui-là, comme les autres là-bas, ils sont encore corrects. Hier soir, j'ai mangé une plâtrée de tomates sur les fruits légèrement attaqués. Je me suis rendu compte qu'en fait, cela ne pénétrait pas énormément, et donc quand même quand j'avais un fruit abîmé à moitié comme ça, en le coupant, on pouvait manger l'autre moitié qui avait parfaitement bon goût. Potimarron, potiron Co, pas grand chose à dire, si ce n'est que ça envahit tout, et les quelques premières traces d'oïdium que je vous ai montré en gros plan tout à l'heure. Hein. Passage, un petit clin d'œil sur la récolte du jour. Côté melon, le mildiou est passé par là, hein, donc comme un coup de chalumeau. En l'espace de quelques jours, tout était cramé. Hein. Dans la dernière vidéo, j'évoquais les petites taches. Ça a été très vite dans la foulée, toujours en l'absence de traitement. Néanmoins, certains changent de couleur à partir du peu de photosynthèse qui se fait encore dans des extrémités qui étaient encore vertes il y a 2 jours. Là, on peut voir des feuilles qui sont encore actives. Et donc, il y a encore un peu de sucre qui se stocke. Ou ici, il y a encore des feuilles, celles-là, qui sont en état et qui vont sans doute alimenter. Donc, on va pouvoir peut-être grappiller un petit peu quelque chose. Du côté des semis, ça a évolué hein, depuis les dernières images. Vous avez donc la ligne de choux là, que je vais démarier. C'est tard, mais il se peut qu'elle produise si l'automne est bien. Et ici, ces navets qui sont maintenant très très bien installés et qui vont commencer assez rapidement à former donc les racines, les navets. Ici, un peu de roquette en levée spontanée. Je n'avais pas regardé la météo et donc j'ai eu la folle idée de repiquer les choux que j'avais démariés ici par repiquage direct dans le foin. Et c'était la veille de l'annonce de la canicule. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, j'ai mis en place
ce système de goutte à goutte. J'y ai mis 2 doses. Les choux souffrent, comme vous pouvez le voir. Le cœur est là, la petite feuille se redresse. Et donc, ils vont se retaper après avoir un peu souffert. Les fraisiers remontants continuent de produire. On vient juste de les cueillir et malheureusement, mon épouse est partie avec le récipient. Imaginez, là ce sont des tomates, mais imaginez à peu près un récipient de cette dimension rempli ce matin. On cueille à peu près tous les 2 ou 3 jours. Vous voyez ici qu'il y a encore des fleurs, il y a encore des fruits prêts à mûrir et des fruits bien plus verts. Même chose ici, hein. Fleurs, fruits, voilà celui-là par exemple est rose, sera mûr dans quelques jours, et d'autres qui sont évidemment encore beaucoup plus verts. Donc fraisier remontant, production continue tous les 2-3 jours, un bac comme celui-ci de fraises. On a fait quelques confitures il y a une petite semaine. Même erreur que ce que je vous ai montré pour le chou. La veille de la canicule, j'ai repiqué ici entre mes carottes et ces œillets d'Inde qui commencent à être envahissants, des salades feuilles de chêne que j'ai dû ensuite traiter avec une ligne d'irrigation. La majorité va s'en tirer. Là, elles sont bien. Donc une fois que, après 8-10 jours comme ça, où pas grand-chose ne bouge, je pense que cela va devenir très vite explosif, comme je dis. Carottes, pas grand-chose à dire de plus par rapport à la dernière fois. Et je ne vais pas à chaque fois en arracher une pour vous les montrer à l'image. Je n'ai pas été fureté ou creusé pour savoir ce qui se passe sous terre. Simplement, nous sommes là sur des carottes non arrosées, non irriguées de cette année. Hein. Donc là, il n'y a pas de ligne de goutteur. Dans les années sèches, je mets une ligne de goutteur au pied des carottes. Là, pour l'instant, tout semble indiquer qu'elles trouvent très bien leur humidité ou leur eau elles-mêmes. Alors ici, à droite, ce sont les cassissiers hein, qui commencent déjà à changer de couleur, à prendre une petite tonalité orange, donc une petite touche de couleur d'automne. Et le long de ces cassissiers, nous avions planté de la camomille, hein, donc une plante médicinale. On l'a déjà cueillie une fois. Il est urgent de cueillir les capitules là une deuxième fois. Donc ça pousse comme de la mauvaise herbe, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça. Les haricots, toujours en production, hein, donc là aussi, ce matin on a cueilli, enfin je dis on, je suis malhonnête, mon épouse a cueilli pendant que je faisais des vidéos. Je vais voir comment ça se passe à table, si j'ai droit à quelques reproches ou pas. Voilà, donc toujours en production, mais on voit que c'est au moins le début de la fin. La rangée de fenouil, finalement, tout est monté en graines. Je vais pouvoir distribuer des graines de fenouil en pagaille. Donc, il n'y aura pas de fenouil cette année. Je pense que là, on s'est lié aux mauvaises conditions durant la période mai-juin. Stress, froid, déclenchement de la floraison dans un réflexe de survie. Les céleri raves continuent leur aventure, hein, toujours aussi verts. Il y a 2 jours, je suis passé pour voir si les ratopiers ne s'y étaient pas installés. Je n'ai pas trouvé de dégâts. Donc petit à petit, je pense que les raves vont commencer à se former. Il va être temps quand même. Ici, au centre de l'image en diagonale, la rangée de basilic hein, qui a été récoltée il y a une petite semaine.
pour faire du pesto en masse et qui est donc en train de repousser. Donc il y aura une deuxième petite récolte. On voit très bien ces repousses ici sur ce pied. Gros plan sur tout ça, hein, donc pour préciser, bien entendu, tout ça sans aucun arrosage, puisque c'est une question qu'on a cessé de me poser. Au premier plan, le fameux plan de courgette qui continue de se porter très bien, hein, qui produit plusieurs courgettes par jour. Les choux-fleurs continuent de se développer végétativement, mais toujours pas de pommes en vue. Comme la courgette tout à l'heure, ces légumes-là ne sont pas arrosés. Une autre rangée de choux-fleurs ici, au milieu, donc des asperges qu'on voit peu. Je ne pense pas que ce sera un formidable succès, cette histoire-là, mais il fallait tenter, et d'autre part, en partie, ce ne sera pas non plus un échec. Les framboisiers du bas, hein, ceux plantés cette année, auraient de plus en plus besoin d'un palissage. Comme ce n'est pas fait, ils continuent quand même de produire pour l'instant. Comme en haut, je vous l'ai indiqué, la production commence un peu à décliner, les framboises sont moins grandes, les journées sont courtes et donc cela se ressent sur ces framboisiers. Allez, le gag de la matinée. Donc vous vous souvenez, je vous avais parlé de ces pieds de tomates qui étaient issus de germes que j'avais enlevés à des pommes de terre de consommation en janvier ou février, que j'avais en quelque sorte bouturé dans une terrine avec du terreau. Qui s'était très vite enraciné, qu'après j'avais un peu oublié. J'en avais retrouvé quelques-uns de ces pieds, dont celui-ci, et je me posais la question, est-ce que oui ou non, cela produit? Je n'ai pas été gratouillé, j'en sais strictement rien. On va y aller ensemble à la découverte. Et qu'est-ce que je vois là? Une, deux, trois, quatre et deux petites patates. Oui, c'est tout. J'ai beau chercher, il n'y aura pas de miracle et il n'y aura pas plus. Malheureusement, l'une légèrement verdie, c'est un des inconvénients du foin. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû rajouter des tontes de gazon parce qu'à un moment donné, ces pommes de terre soulevaient la couche de foin qui donc était devenue translucide et laissait passer la lumière. Donc, ce système marche mieux avec, avec du BRF qu'on peut légèrement buter lorsque la plante entre en phase de tupérisation pour éviter ce verdissement dont je rappelle qu'il est toxique. Voilà, vous avez assisté en live à la conclusion de cette expérience. Donc, quand vous avez des pommes de terre de consommation qui germent, c'est bon signe, c'est qu'elles n'ont pas été traitées aux antigerminatifs. Et donc vous détachez ces germes quand ils sont encore trapus, hein, pas quand ils sont devenus des longs spaghettis. Vous les posez sur un lit de terreau. Et puis dès que les conditions sont bonnes, vous repiquez ça
dans votre couvert végétal, comme vous repiqueriez, je ne sais pas moi, des choux, des tomates ou des courgettes. Ça marche parfaitement. Voilà, sur cette bonne nouvelle, je crois que je vais m'arrêter, faire quelque chose d'utile pour éviter le divorce, et à une prochaine.